Bonjour à tous, éleveurs du cinéma et ou laboureurs de la science et tous ceux qui grignotent leur petit déjeuner, leur goûter ou leur dernier encas avant de dormir en nous écoutant. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7e art la ramène sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une experte. Ce mois-ci, le film choisi est Au nom de la terre d'Édouard Bergeon et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est les paysans vont-ils sauver le monde ? Pour cela, nous ferons un petit état des lieux de l'agriculture en France, des difficultés que rencontrent les agriculteurs à l'heure actuelle et les perspectives pour le futur, qu'elles soient environnementales et sociales. Pour cela, nous avons à notre côté une experte, Sylvie Brunel, géographe et professeure à Sorbonne Université, ancienne présidente d'Action contre la faim et auteure d'une quarantaine d'ouvrages, dont le dernier en date, Pourquoi les paysans vont sauver le monde, est paru en 2020 aux éditions Buchet-Chastel. Bonjour Sylvie. Bonjour Perrine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Au nom de la terre, sorti en 2019 et inspiré de l'histoire vraie du père de son réalisateur Édouard Bergeon. Le film, nommé 2 fois au César, met en scène 40 ans d'évolution du monde agricole. À travers les yeux de Pierre, joué par Guillaume Canet, au début du film, il a 25 ans et il rentre du Wyoming pour retrouver Claire, sa fiancée, et reprendre la ferme familiale. 20 ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi. C'est le temps des jours heureux, du moins au début. Les dettes s'accumulent, les pressions aussi, et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et de ses enfants, il sombre peu à peu jusqu'au point de non-retour. Moi, ce que je vais vous dire, monsieur Martin, c'est que moi, j'ai bien l'intention de rentabiliser les bâtiments. Parce que l'été, quand il n'y a plus les chevreaux, il y a la place pour une autre production, vous comprenez ? Quelque chose de régulier, avec un chèque qui tombe chez vous tous les mois. Et puis on a la coop et la chambre d'agriculture derrière nous. Ah, mais là, ça change tout, monsieur Georgiou. Eh ben, très bien. On va se revoir, alors. Qu'est-ce qu'il y a ? T'étais sérieux ? Quoi ? Une nouvelle élevage ? Bien sûr. Ils attendent que ça, la coop, qu'on se lance. Ils nous proposent de faire du poulet, ils nous fournissent tout clé en main. Bien sûr, avec des nouveaux prêts. T'aurais peut-être pu m'en parler avant, non ? Je suis ta femme, ton comptable même. Franchement, Pierre. Avec tous nos emprunts déjà. Et puis on n'a même pas fini la mise aux normes et toi... Ils nous font chier à Bruxelles avec leurs normes. Je t'en parle d'un projet à nous, là. De toute façon, on n'a plus le choix. On a toujours le choix. Sylvie, vous avez pu voir le film, je crois ? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce film-là ? Je trouve que c'est un film qui est très juste, qui est triste en même temps, parce qu'il montre ce côté extrêmement pessimiste aujourd'hui pour l'agriculture française. Vous savez, c'est une profession qui souffre énormément. Elle souffre à la fois de tous les boulets qu'elle a aux chevilles, c'est-à-dire des normes, des contraintes, une attente sociétale de plus en plus forte. Les gens, aujourd'hui, ne souffrent plus de la faim comme dans les années 70. Ils veulent une agriculture verte, ils veulent une agriculture de plus en plus respectueuse de l'environnement. Les paysans en France sont prêts à faire les investissements nécessaires. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient rémunérés. Et ce que l'on voit dans Au nom de la terre, c'est le fait que Guillaume Canet n'arrive pas à équilibrer son exploitation. Il est dans une sorte de course à l'agrandissement. Cette course à l'agrandissement l'endette. Il n'endort plus. Et son père lui reproche. D'ailleurs, son père lui dit « Mais écoute, nous, on n'avait pas besoin de tout ça. Pourquoi tu as voulu voir trop grand ?» Et finalement, ce film autobiographique, vous l'avez dit, puisque c'est le papa d'Édouard Bergeon, Christian Bergeon, s'est suicidé. Donc c'est un film qui marque bien une époque. Je trouve qu'il est très révélateur de cette tension aujourd'hui autour de l'agriculture française, d'autant que c'est une profession où la moitié des chefs d'exploitation vont quitter leur activité au cours des 10 prochaines années. Donc c'est vraiment, l'agriculture française est aujourd'hui un tournant. Quel choix doit-elle faire ? Comment à la fois répondre aux attentes sociétales et garder sa vocation nourricière ? Comment pouvoir entretenir les paysages, répondre à ces besoin de biodiversité, de préservation de la nature, de gestion des effluents, de protection des sols, et en même temps trouver un équilibre économique, un modèle qui fonctionne. Ce sont des questions que le film soulève et qui, pour moi, professeur à la Sorbonne, correspondent à un enseignement que j'assure en Master 1 qui s'appelle Géopolitique de la faim.
où j'emmène d'ailleurs chaque année mes étudiants au salon de l'agriculture et où nous voyons de près ces enjeux très très divers d'une agriculture française qui est profondément plurielle. Magnifique résumé de ce que va être ce podcast. On a une magnifique intro. L'idée, c'est vraiment ça. Et on repart. Donc, déjà, vous m'avez évoqué un petit peu votre travail en tant que professeur à la Sorbonne. Et en tant que géographe, exactement, c'est quoi un ou une géographe ? Alors, pour moi, la géographie, c'est la science la plus englobante et la plus intelligente qui soit. C'est pour ça que je l'ai choisie. Je l'ai choisie après une formation de juriste, de journaliste, d'économiste. Et pour moi, la géographie, c'est la science de la synthèse. C'est la science qui s'interroge sur la place de l'homme sur la Terre. Comment fait-il face à des contraintes de nombre, de froid, d'aridité, de pente? Comment fait-il? Quel choix exerce-t-il pour parvenir à vivre dignement sur la Terre? Vous savez que une grande partie de mon enseignement dans mon master concerne ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. Et finalement, le développement durable, c'est une nouvelle déclinaison de l'intérêt général. Comment assurer le mieux-être du plus grand nombre de personnes tout en préservant notre cadre de vie qui nous impose ces contraintes, mais que nous contribuons aussi à façonner et qui évolue finalement en fonction de nos priorités, mais aussi de notre niveau technique. Et vous voyez, dans le développement durable, eh bien, il y a des tensions très fortes entre ceux qui voudraient que domine la conservation, c'est-à-dire le fait de mettre les écosystèmes sous une sorte de protection renforcée, et puis ceux qui croient aux vertus du progrès pour réécrire l'espace, pour trouver des solutions à la pollution, au changement climatique. Et finalement, le développement durable, il essaie de composer à travers tout ça, et la meilleure science pour réfléchir au développement durable, c'est la géographie. Comme vous le disiez, la géographie, c'est s'adapter aux contraintes. Et des contraintes, le personnage joué par Guillaume Canet dans Au nom de la Terre, il en rencontre plein, qu'elles soient financières, écologiques ou européennes. À votre avis, est-ce que le film rend vraiment bien compte de ce mal-être paysan ? Le mal-être paysan, il est parfaitement représenté dans Au nom de la Terre. Aujourd'hui, être paysan, c'est à la fois bien sûr être un chef d'entreprise, un chef d'exploitation, avec tout un ensemble de paramètres à respecter. Ces paramètres, ce sont à la fois le respect de normes qui, non seulement européennes, mais françaises, deviennent de plus en plus contraignantes dans tous les domaines, une inflation administrative parce que pour être éligible à des soutiens, il faut remplir un certain nombre de conditionnalités. Le fait qu'il faut trouver à la fois des formes de production. Vous savez qu'il y a en France des modèles extrêmement différents. On peut être en bio, on peut être en circuit court, on peut être en agriculture conventionnelle raisonnée, on peut être en élevage. Donc choisir un modèle, sachant que ce modèle ne cesse lui-même d'être remis en question pour trouver un équilibre économique, composé avec la nature, composé avec le climat. Pendant le Covid, la crise du Covid, les paysans ne se sont pas arrêtés une seconde. Un paysan, et je dis un paysan parce que c'est le terme global, vous voyez, un paysan, c'est à la fois une sentinelle de la planète, un guetteur de la planète, mais sa première vocation, il ne faut pas l'oublier, elle est nourricière. Il ne fait pas un décor, il ne fait pas un jardin, il nous nourrit. Et on a beau évoluer dans l'histoire de l'humanité, devenir de plus en plus dégager des contraintes matérielles et physiologiques, le besoin de se nourrir, le besoin d'avoir accès à la sécurité alimentaire et à une eau potable, c'est le premier des besoins de l'homme. Et pendant la crise du Covid, on a vu justement une flambée de la faim, parce qu'un certain nombre de personnes, aussi bien dans les campagnes que dans les villes, avaient perdu leur accès à l'alimentation, leur accès à des revenus en ville, parce que ils étaient dans le secteur informel et le confinement du jour au lendemain les a privés de leurs revenus financiers. Donc une explosion des banques alimentaires, des secours nécessaires, une explosion de la charité pour faire face à ces nouveaux pauvres. Et puis, dans les campagnes, l'arrêt des chaînes logistiques qui a fait que, bien sûr, certains paysans s'en sont bien sortis sur des circuits courts, sur du maraîchage, mais ils ont aussi souffert terriblement de la fin de la restauration, de la fin des cantines, c'est-à-dire des pertes de débouchés considérables. Ils ont souffert aussi de la disparition des travailleurs étrangers, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on veut se passer de machines, quand on veut renvoyer l'agriculteur à des modèles, de proximité, ça repose souvent sur de la main-d'œuvre humaine. Les charges de main-d'œuvre en France sont élevées et le ministère de l'Agriculture
l'agriculture a essayé de faire appel aux bonnes volontés. Il y a 300 000 personnes qui se sont inscrites, mais à l'issue de l'expérimentation du travail de la terre, eh bien, il n'en est plus resté que 10 000. Parce que l'histoire du paysan, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la pénibilité, de la précarité, de la pauvreté. Et justement, l'agriculture française, c'est une agriculture qui a réussi à échapper à ce modèle. Cet agriculteur, il va passer un véritable pacte avec la société française. Ce pacte, on va le voir à travers à la fois la mise en place de la politique agricole commune et puis toutes ces lois de modernisation agricole. Et ce pacte, ça va être la France mise sur ses paysans la nourrissent. Ils la nourrissent à un prix accessible. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1960, 40% du budget des ménages était encore consacré à l'alimentation. Aujourd'hui, c'est 13%. Donc, il la nourrit de façon accessible, mais il la nourrit aussi dans la sécurité sanitaire. En 1960, 4000 morts par intoxication alimentaire. Aujourd'hui, environ 200, mais chaque mort est perçue comme totalement intolérable. Or, les salmonelloses, les listérioses, les empoisonnements, ça reste une réalité qui nous menace et contre laquelle l'agriculteur, le paysan nous protège souvent. Pour nous, pour notre ignorance, parce que nous avons oublié. Nous sommes aujourd'hui des enfants gâtés de l'agriculture. Il y a combien au mètre carré? T'es venu pour l'inspection? Non, c'est la norme. La norme? Ouais, maintenant c'est de produire de la merde. M'a grandi, mais si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système, maintenant il te ken. Il te ken. Qu'est-ce que tu veux maintenant, hein? Qu'est-ce que tu cherches? Tiens, regarde-moi sa tête à celui-là. Regarde-le. T'en es fier? T'en es fier? Comment tu pourras en être fier? Moi, de mes moutons, j'en étais fier. Tes moutons, tu veux qu'on en parle de tes moutons piqués aux antibiotiques? Et tes veaux gonflés aux hormones? C'est avec ça que tu t'es payé tes terres et ta baraque? Tu étais jusqu'au cou dans le système. Et maintenant, viens pas me donner des leçons. Dans le film, on voit notre agriculteur obligé de surproduire, de rentrer dans de l'élevage intensif pour éponger ses dettes ou se nourrir tout simplement lui et sa famille. Nous sommes peut-être des enfants gâtés, comme vous dites, mais il semble y avoir des dérives. C'est pour ça que l'agriculteur a mauvaise presse ? L'agriculteur, on lui a demandé, dans les années 60-70, de produire à bas prix. Et pour produire à bas prix, il fallait qu'il rationalise ses exploitations. Nous avons en France une agriculture qui reste très familiale. Et le modèle, il est très simple. Soit vous produisez peu et vous vendez cher, parce que c'est le seul moyen de vous en sortir, soit vous vendez pas cher et vous êtes obligé de produire beaucoup pour miser sur la quantité afin de compenser le prix unitaire. Aujourd'hui, le passage en bio d'un certain nombre d'agriculteurs, c'est une façon de ce qu'on appelle créer de la valeur. C'est-à-dire, certes, produire moins, mais produire de la nourriture qui corresponde aux attentes sociétales et qui permettent de vendre plus cher une nourriture moins importante en quantité. L'agriculteur aujourd'hui, la question qui se pose, c'est à qui il vend. Tout le monde ne peut pas vendre à des restaurateurs étoilés. Tout le monde ne peut pas vendre à des classes supérieures qui ont les moyens d'acheter une nourriture sélectionnée avec des... Par exemple, nous sommes le pays record pour les appellations d'origine protégée. 450 appellations d'origine protégée en France. Et la grande question aujourd'hui pour l'agriculteur, c'est vers quel modèle se tourne-t-il ? Alors qu'on sait bien aussi qu'en France, il y a 9 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté. 9 millions de personnes pour lesquelles le prix de la nourriture est une donnée essentielle. Donc, est-ce qu'il faut, nous qui sommes plutôt des privilégiés, est-ce qu'il faut dire, la nourriture qu'on appelle conventionnelle, c'est une nourriture à bannir, alors qu'en réalité, elle a permis d'approvisionner les villes, tous les quartiers, d'assurer 3 repas par jour en toute sécurité? Ou est-ce qu'il faut dire, il faut aujourd'hui réfléchir à cette transition de l'agriculture française vers ce que j'appelle dans mon livre la 3e révolution agricole, c'est-à-dire continuer à produire parce que les besoins alimentaires, ils sont toujours considérables. Il y a 3 hectares de blé sur 5 en France qui nourrissent des régions frontalières, par exemple, de l'autre côté de la Méditerranée, où le prix de la nourriture conditionne la paix sociale. Quand en Algérie et au Maghreb, le prix de la nourriture flambe,
comme en Syrie ou au Yémen, c'est la guerre et les gens partent. Donc comment faire à la fois pour garder cette vocation nourricière de la France qui a la chance de faire partie du petit top 10 des exportateurs de nourriture alors qu'il y a 150 pays importateurs dans le monde, tout en garantissant une alimentation de qualité, respectueuse des écosystèmes, qui préserve la ressource en eau, qui préserve les sols, qui préserve la biodiversité. Comment faire pour réconcilier tout ça ? Eh bien, la réponse, elle n'est pas une. La réponse, elle est plurielle, à l'image de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut associer les modèles et non les opposer. Vous avez dans les grandes plaines céréalières de la Beauce, de la Brie, du Grand Est, des performances céréalières qui sont absolument nécessaires parce que quand le prix du blé soit flambe en France, soit s'effondre pour le paysan, parce que la récolte n'est pas au rendez-vous, parce qu'il y a une sécheresse, c'est dramatique. C'est dramatique pour le consommateur d'un côté, c'est dramatique pour le producteur de l'autre. Et puis vous avez tout un ensemble de milieux, du périurbain, de la moyenne montagne, des zones défavorisées, des prairies, des bords de mer, dans lesquels nous avons besoin d'une agriculture qui soit d'abord une agriculture écosystémique, paysagère. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut opposer par exemple le conventionnel et le bio. Non, ils travaillent ensemble à naturaliser l'agriculture, c'est-à-dire travailler sur les insectes auxiliaires, travailler sur la réintroduction des haies, travailler sur le rôle de l'arbre, l'agroécologie, l'agroforesterie, travailler sur le bien-être animal, travailler sur la question, par exemple, des abattoirs. Dans le plan de relance du gouvernement, il y a beaucoup d'argent qui est mis aujourd'hui sur cette réflexion sur les abattoirs. L214 ou d'autres ONG nous alertent, à juste titre, sur des choses qui sont inacceptables. Mais le paysan, d'abord, il a besoin de reconnaissance, il a besoin de respect, parce qu'il a l'impression qu'en fait, il y a une sorte de racisme de classe à son égard. On le prend quand même un peu pour un bouseux, et tout ce qu'il met en œuvre pour répondre à nos attentes contradictoires, parce qu'on veut à la fois se nourrir, mais on veut que la nature soit belle, eh bien, ne sont pas pris en compte. Et pour lui, ce sont des charges supplémentaires. Donc, en ce moment, il y a des réflexions, parce que vous savez, on est dans la renégociation de la politique agricole commune, sur la part de verdissement. Quelle doit être l'ampleur du verdissement ? Comment être à la fois vert et nourricier ? Vous parlez d'un grand écart entre ce que l'on souhaite et ce dont on a besoin. Et les dérives ne sont pas nouvelles, que ce soit les animaux biberonnés aux antibiotiques ou la farine animale, on n'en est pas à nos premiers scandales, comme l'indique le film d'ailleurs. Alors comment concilier la nécessité de nourrir la planète et l'urgence écologique ? Il faut faire attention à ne pas opposer le bio et le conventionnel, parce que le bio est aussi traité. Ce sont des molécules naturelles, mais elles ne sont pas indemnes pour les sols, comme le cuivre. Les produits bio ne se conservent pas, donc ça crée du gaspillage, qui ne veut pas dire que la volonté du consommateur d'avoir accès à des produits plus naturels n'est pas totalement légitime. Mais en même temps, le consommateur a aussi oublié les contaminations bactériologiques, dont le Covid en est une illustration et dont je parlais au début de cet entretien. Vous savez, moi, ce que j'explique à mes étudiants, c'est que pour lutter contre la faim, pour assurer la sécurité alimentaire, il faut juste les 5 P. Le premier P, c'est la paix. Parce que finalement, là où il y a des famines, c'est là où il y a la guerre. Le deuxième P, c'est des bonnes plantes ou des bons animaux. C'est-à-dire toute l'histoire de l'agriculture, c'est une histoire de sélection variétale. J'ai écrit une lettre pour les amoureux du maïs. Quand on compare la théocinthe, qui était l'ancêtre du maïs, qui était une toute petite graminée, les variétés cultivées aujourd'hui au Pérou, les maïs blancs, les maïs noirs, le maïs hybride de l'après-guerre ou les maïs génétiquement modifiés qui sont utilisés aujourd'hui aux États-Unis ou au Brésil, eh bien on a des variétés totalement différentes. On a une infinie multiplicité aujourd'hui des plantes qui sont cultivées comme des animaux qui sont élevés. C'est-à-dire que cette histoire de la sélection, c'est une histoire qui est inhérente à l'agriculture. Le troisième P qui est très important sont les prix. Personne ne peut produire s'il n'est correctement rémunéré, que ce soit le paysan du Sahel ou le cultivateur de la Beauce en France. Alors si les prix ne sont pas élevés, il faut des soutiens. Et à ce moment-là, l'agriculture doit être protégée. Parce que si l'on met toutes les agricultures du monde en compétition, eh bien, l'agriculteur du Sahel ou l'éleveur de moutons des Alpes de Haute-Provence, il ne peut pas faire face aux moutons de Nouvelle-Zélande ou face au blé du Middle West. Donc, il y a des stratégies nationales qui sont extrêmement importantes. Donc, la protection. Mais la protection, c'est aussi la protection des récoltes face aux ravageurs. Regardez les criquets aujourd'hui en Afrique de l'Est qui
font des ravages. Regardez le jaunissement des betteraves avec les pucerons ou ces punaises diaboliques qui arrivent dans les vergers. On sait bien que la mondialisation et le changement climatique accroissent la pression parasitaire et que la nature ne cesse d'inventer des solutions. Un quart des récoltes mondiales sont contaminées par le plus puissant cancérogène naturel qui est l'aflatoxine. Nous, en France, on n'entend plus parler des mycotoxines, c'est-à-dire, vous savez, de ces petits champignons qui provoquent des atteintes absolument irréversibles au foie, aux reins, et que Jérôme Bosch représentait dans ses tableaux historiques avec ce qu'on appelait le mal des ardents. Donc, la protection des récoltes et des animaux. Vous avez parlé de l'antibiothérapie, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les éleveurs appliquent des chartes de bonnes pratiques d'élevage. Ils se demandent comment limiter au maximum l'intervention. Après, quand nous souffrons d'une maladie, on est bien content d'être soigné. L'éleveur, pour lui, c'est horrible de voir ses bêtes souffrir et il ne veut pas ne pas intervenir si ses bêtes sont malades. Alors, vous avez raison, les systèmes concentrationnaires sont des systèmes qui peuvent aggraver les pathologies. Mais n'oublions pas que quand on a fait rentrer les poules, dans les années 60, des poulaillers vers l'élevage en batterie, ce qu'on appelait l'élevage en batterie, c'était à la fois parce que les salmonelloses étaient un facteur de mortalité considérable. L'œuf, il sort par le même trou, si pardonnez-moi de dire ça comme ça. C'est la nature. C'est la nature. Et puis parce qu'il fallait aussi rationaliser la production d'œufs. L'œuf, c'est la protéine la moins chère et la meilleure au monde. Mais il fallait encore, faut-il, avoir des œufs dans toute l'année. Aujourd'hui, on n'a plus de problème sur la production d'œufs. Et on ressort les poules. C'est-à-dire qu'on dit, nous voulons maintenant des poules en plein air, parce qu'à la fois on a oublié pourquoi on les avait rentrées, et puis parce que nous attachons beaucoup plus d'importance, et c'est légitime, au bien-être animal. Alors, dans les P, je vous l'ai dit très vite, il en manque encore un, la propriété. Il faut que le paysan soit sécurisé sur le plan foncier. Au nom de la terre, on voit bien que Guillaume Canet, enfin Pierre, risque de perdre ses terres. Il risque d'être saisi par la banque, c'est sa panique. Donc la sécurisation foncière, c'est très important, la propriété. Et puis bien sûr de bonnes politiques, parce que s'il n'y a pas de bonne politique, la bonne politique, c'est celle qui va préserver le paysan. Eh bien, on perd ces agriculteurs. Et sans agriculteurs, un pays meurt. Et la question environnementale, elle est au premier plan de l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est ce qui façonne les paysages. Quand vous avez une prairie, quand vous avez un verger, quand vous avez un champ de maïs ou un champ de colza, eh bien, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le jargon moderne, une infrastructure agroécologique, dont la capacité à capter du carbone, vous savez que l'Europe s'engage dans les plans climat, peut être quantifié, le carbone agricole. Lors de la COP21 en 2015, il a été adopté l'initiative 4 pour 1000. Si on réussit à accroître la capacité de carbone des sols de 4 pour 1000, on pourra lutter contre les effets du changement climatique, parce que, vous le savez, le changement climatique est attribué à la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc le paysan, c'est celui qui pilote à la fois le climat, local comme mondial, si on peut éviter la déforestation, si on peut éviter de faire une agriculture minière qui dégrade les sols, eh bien, il pilote le climat, il pilote aussi la préservation de la biodiversité par les haies, par les systèmes associés, par la rotation des cultures. Aujourd'hui, par exemple, le paysan français, il n'a pas le droit de laisser les sols nus en hiver. Il faut qu'il mette des cultures intermédiaires pièges à nitrate, ou des cultures intermédiaires à valorisation énergétique. Elles ne sont pas faites pour être mangées, elles utilisent la terre pendant l'hiver pour protéger le sol, et puis ça peut être valorisé, par exemple, pour créer du gaz vert. Les agriculteurs produisent aujourd'hui 1/5 de l'énergie renouvelable en France, soit par le gaz vert, soit par le solaire. Donc on voit bien que toutes les solutions résident dans une agriculture verte, respectueuse de l'environnement, tout en restant nourricière. Et pour cela, on a besoin d'accompagner les agriculteurs sur ce chemin de la transition agroécologique sans les critiquer, en reconnaissant ce qu'ils essaient de mettre en œuvre et puis en les soutenant financièrement. C'est tout l'enjeu de la renégociation de la PAC. Et justement, la renégociation de la PAC, là, c'était la question du moment où on enregistre notre podcast, la politique agricole commune, et elle a été finalement validée, si j'ai bien compris, par l'Europe des 27. C'est compliqué quand même à 27 pays qui eux-mêmes qui ont chacun des plans nationaux, j'imagine, pour leur agriculture, une volonté aussi commerciale autour de leur agriculture, et comment on arrive à finalement
s'accorder tout en ayant cet objectif plus écolo, plus vert. Vous parlez tout à l'heure de verdir finalement de cette agriculture. L'Union européenne se veut le chef de file du verdissement planétaire. Et vous le savez, Ursula von Leyen, dans son discours sur l'état de l'Union de septembre, a dit que l'Europe devait arriver à la neutralité carbone d'ici 2050, qu'elle voulait diviser par 2 d'ici 2030 l'usage des produits de traitement, passer une grande partie des terres en bio et réduire de 10% les terres agricoles. Finalement, cette politique agricole commune, est-ce qu'elle doit être globale à l'échelle de l'Union européenne, sachant qu'il y a des pays où les coûts de main-d'œuvre sont absolument dérisoires, Espagne, Portugal, Bulgarie, ou est-ce qu'il faut laisser une certaine part aux choix nationaux parce que le modèle agricole français, avec son exploitation d'environ 80 hectares, son troupeau de 50 vaches en moyenne, eh bien, on ne peut pas le mettre en compétition avec les grandes fermes des Pays-Bas ou d'Allemagne, parce que sinon on tue notre agriculture. Et il faut bien comprendre que la préservation d'une exploitation agricole, dans sa diversité, ce sont des territoires vivants. Et donc, ce qui a été décidé, c'est qu'entre les aides dites du premier ou du second pilier, il y aurait une part aussi de renationalisation des politiques agricoles communes avec la définition par chaque pays de ses objectifs dans une enveloppe globale. L'autre question, c'est est-ce que le pacte vert de l'Union européenne et la politique agricole commune sont compatibles? Quand on dit qu'on va réduire de 10% les terres agricoles, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire sur les terres restantes? Si on passe les terres restantes en bio, eh bien l'Europe va perdre sa souveraineté alimentaire. Parce que quand on est en bio, on produit moins. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble d'arbitrages qui doivent être pris en compte et qui vont être déclinés suivant des visions très différentes. En Espagne et au Portugal, par exemple, on autorise les cultures génétiquement modifiées. En France, on ne les autorise pas. Donc, il y a une distorsion de concurrence. Et en même temps, notre prix Nobel de chimie a été attribué à 2 femmes, Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna, qui sont les inventrices de ce qu'on appelle les New Breeding Technologies, c'est-à-dire les nouvelles techniques d'édition du génome, ces ciseaux moléculaires qui permettent très vite, aussi bien dans la santé, dans la médecine, que dans l'agriculture, d'identifier les gènes dont nous avons besoin pour résister au Covid, pour faire face au changement climatique, pour résister à des attaques parasitaires. Donc on a besoin de gagner du temps. L'urgence écologique est là. Dans l'agriculture, il y a des réponses, mais il faut que l'agriculteur puisse être engagé dans ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision. Par exemple, si vous voulez vous passer des produits chimiques, il faut des RC-tri, des houes rotatives. Si vous voulez faire de l'association de culture, il faut des robots trieurs, parce que quand la nourriture arrive, il faut la valoriser. Tout ça, l'agriculteur le sait, il doit composer avec des injonctions contradictoires dont nous ignorons la dimension scientifique extrêmement complexe. Les réponses, elles dépendent du pouvoir d'achat des consommateurs. C'est pas pareil quand on est au cœur de Paris ou quand on est dans des endroits difficiles dans la périphérie. Les demandes ne sont pas les mêmes. Et cette agriculture, il faut qu'elle arrive à concilier tout ça. On a pu voir au cours de ce podcast les injonctions contradictoires auxquelles font face les agriculteurs, au point parfois de ne plus pouvoir tenir le coup, comme l'indique le carton final de Au nom de la terre, indiquant qu'un agriculteur se suicide tous les jours. Quand est-ce qu'on pourra reconstruire? Pourquoi tu veux reconstruire? Pour s'en sortir. Pour s'en sortir, t'as qu'une seule solution, c'est de partir. Et toi, tu vas partir. Tu travailles bien à l'école, tu vas finir tes études et partir de ce trou. Non mais moi, papa, je prendrai la suite au grand bois. Tu peux compter sur moi. Moi, j'ai pas envie que tu reprennes la suite. Tu comprends ça? J'ai pas envie que mon fils mène une vie à la con comme la mienne. Puis c'est fini, les grands bois. Si tu passais par des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Crois-moi. Moi, j'aurais dû lui dire merde, vieux. Et jamais revenir ici, là, je serais au Wyoming, en train de galoper dans les grandes plaines. Loin de toute cette merde. Et maman? Ta mère, regarde sa vie, si tu crois que je l'ai rendue heureuse. Ils ont besoin de retrouver le respect de la société, cette société qu'ils nourrissent. Ce sont des gens qui aiment profondément leur métier, ce sont des gens qui recherchent la dignité, ce sont des gens qui
ont besoin d'une reconnaissance sociétale parce qu'ils nourrissent leurs concitoyens et ils ont l'impression vraiment d'être maltraités, d'être méprisés. Ce film Au nom de la terre montre bien cette angoisse terrible qui saisit Guillaume Canet, qui a l'impression d'être totalement emprisonné, englué dans les difficultés économiques. C'est certain, l'endettement aujourd'hui est une réalité parce que tous les agriculteurs, dans tous les modèles, ils essaient de trouver des réponses et parfois ces réponses supposent l'achat de terres, de machines, de méthodes qui alourdissent considérablement les charges d'exploitation. Et tout ne peut pas reposer sur leurs bras, sur le bras de l'épouse, sur le bras des enfants, sur le bras du grand-père. Ce n'est pas l'agriculture, il faut que ça soit un métier rémunérateur. Je vous ai imposé un film avec Au nom de la terre. Je voulais savoir si il y avait un film que vous auriez vu récemment, qu'il soit récent ou plus ancien, que vous aimeriez me recommander à moi de voir. Vous savez, moi j'aime beaucoup les travaux de Agnès Jaoui. Je suis très, très féministe, j'aime le travail des femmes. J'ai vu récemment, mais c'est un film ancien, Comme une image, ce film réalisé par Agnès Jaoui avec Marie-Lou Berry et Jean-Pierre Bacry. Je l'ai trouvé très juste. Je trouve très juste la parole des femmes au cinéma. Et donc voilà, Comme une image, avec en plus une bande-son absolument magnifique. Merci beaucoup, merci Sylvie. 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois avec un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.